Donc, bonjour et bienvenue à ce cours de physique moderne. Aujourd'hui, on va parler de la fusion nucléaire. Donc, dans le dernier cours, on avait parlé des réactions nucléaires de façon générale, puis de la fission en particulier. On avait abordé la fusion nucléaire en parlant brièvement de la bombe à fusion. Euh, Aujourd'hui, on va se concentrer davantage sur l'énergie. Ben, on va parler aussi on va revenir un peu sur la fission parce qu'on va parler d'énergie nucléaire. On va parler d'énergie nucléaire puis de fusion dans le nucléaire. OK? Euh, Première question qu'on pourrait se poser aujourd'hui. Comment fonctionnent les réacteurs nucléaires? Donc, dans le dernier cours, on s'est plus concentré sur les bombes. Là, présentement, on va plus parler des réacteurs. Donc, un réacteur nucléaire, en fait, c'est juste une centrale thermique comme beaucoup d'autres. Donc, toutes les centrales thermiques, donc les centrales qui produisent l'électricité à partir de la chaleur, fonctionnent essentiellement toutes de la même façon. Si vous prenez un combustible, vous le faites brûler, vous produisez de la chaleur. La chaleur qui est ainsi produite sert à faire réchauffer de l'eau, bouillir de l'eau. La vapeur d'eau sert à alimenter une turbine qui va générer de l'électricité qui va être envoyée dans le réseau électrique. OK? Ce qui varie d'une centrale thermique à l'autre, c'est la source de chaleur qui est utilisée. Donc, dans le cas des centrales au charbon, on fait brûler du charbon pour faire de la chaleur. Dans le cas d'une centrale au gaz, vous prenez du méthane, ainsi de suite. OK? Dans le cas d'une centrale nucléaire, ce qui génère la chaleur, c'est la fission de l'uranium, OK, qui est dans le réacteur. Donc, vous avez des réacteurs qui vont fonctionner à l'uranium. La plupart des réacteurs fonctionne à l'uranium 235. Donc, on se souvient, là, on avait discuté dans le dernier cours de la distinction entre l'uranium 235 et 238. L'uranium naturel et de l'uranium constitué à 99,3%. Donc, d'uranium naturel, qu'on dit, que vous trouvez dans une mine d'uranium, c'est à peu près 99,3% d'uranium 238, puis à peu près 0,7% d'uranium 235. OK? Donc, dans les deux cas, c'est juste ces deux isotopes différents. Nous, ce qu'on veut utiliser celui qui se brise facilement, c'est l'uranium 235. OK? Donc, l'uranium 235 doit être enrichi à au moins 4 à 5 pour faire un réacteur nucléaire. Dans une bombe, vous voulez atteindre au-dessus de 95-99% là, OK? Dans une bombe. OK? Comment on enrichit de l'uranium, déjà en soi, c'est un sujet en soi. Là. Donc, aujourd'hui, la façon la plus simple, c'est d'utiliser des centrifugeuses. Donc, euh, donc, comment on va enrichir l'uranium? C'est, on va l'utiliser, alors, on va le transformer en fluor, en hexafluor d'uranium qu'on va mettre dans des centrifugeuses. OK? Donc, puis vous avez des cascades de centrifugeuses comme ça. Donc, vous prenez chaque centrifugeuse enrichie très très légèrement. Puis là, ce que vous faites, c'est que vous alimentez la centrifugeuse suivante avec ce qui est légèrement plus séparé. Donc, ça se concentre en uranium 235 au fur et à mesure que ça traverse la cascade euh, de centrifugeuse au gaz. OK? Donc, c'est vraiment comme ça qu'on fonctionne aujourd'hui. Des usines où on va enrichir l'uranium. En fait, ce qui distingue aussi, on parlait de la bombe dans le dernier cours, ce qui distingue une usine qui enrichit de l'uranium à plus de 95% versus à 4-5%, c'est juste combien de temps est-ce que vous le laissez dans la centrifugeuse. Donc, déjà en partant, c'est une des raisons pourquoi c'est difficile de limiter la prolifération nucléaire, parce que dès qu'un pays a l'équipement nécessaire pour enrichir de l'uranium à 4-5%, il y a le même équipement qu'il peut utiliser pour enrichir son uranium suffisamment pour fabriquer des bombes nucléaires. C'est une des raisons pour lesquelles il y a des sanctions présentement contre l'Iran. Euh, le deal international avec l'Iran, c'était que pour empêcher l'Iran de développer la bombe nucléaire, mais pour quand même qu'il y ait du carburant, c'est qu'on vérifie précisément à quel point l'Iran enrichit son uranium. Donc, l'Iran laisse rentrer des inspecteurs qui vont aller voir sur place le degré d'enrichissement de l'uranium, combien de tonnes d'uranium rentrent, combien de tonnes d'uranium sortent, il est où l'uranium, à quel point il est enrichi. Ils ont essayé
d'enrichir l'uranium eux-mêmes, disons, dans le fond, de dealer avec l'Iran, genre tu me donnes ton uranium naturel, je te l'enrichis à 4-5%, je te le redonne, merci, bonsoir, on est sûr que tu ne développeras pas la bombe, mais ils veulent rien savoir de ça. Donc, ils veulent enrichir eux-mêmes leur uranium, comme tous les pays peuvent le faire en théorie. Mais bon, ça aussi, c'est un sujet en soi. Donc, vous remarquez dans le cours, juste avec ça, on pourrait faire un cours complet là-dessus, je pense, puis il y aurait assez de stock tout le temps pour le faire. Donc, si on vient si on vient sur notre centrale thermique, comment elle fonctionne, ben, c'est que vous avez toujours une source de chaleur qui va faire bouillir de l'eau. Donc, vous avez besoin d'avoir une source d'eau fraîche. L'eau fraîche va circuler à travers des pompes, OK? Puis, elle va être réchauffée par la chaleur qui provient de la pile nucléaire. Donc, dans le cas d'une centrale nucléaire, vous ne mettez pas l'eau directement en contact avec le stuff radioactif. OK? Donc, dans un réacteur nucléaire, ce que vous avez, c'est que vous avez une pile nucléaire. Attendez une seconde. Donc, un exemple donc, au cœur du réacteur nucléaire, vous allez trouver justement ce qu'on appelle le réacteur vaisselle ici. Là, OK? Donc, l'enceinte, le cœur du réacteur en tant que tel, là où se trouve le combustible radioactif. Donc, normalement, ce que c'est une structure qui va avoir l'air peut-être de ça ici. Là. Donc, vous allez avoir. Il y a mon curseur. Il y a mon curseur. Pourquoi je ne vois pas de curseur nulle part? Merci. Merci, curseur. Voyons. Ok, il est là. Ok. Donc, vous avez euh, dans le réacteur en tant que tel, vous avez des tiges de zirconium dans lesquelles vous insérez des capsules d'uranium. OK? Vous mettez ça en grappe. OK? Donc, vous mettez plein de tiges ensemble. Puis ça, c'est ce qui va produire la chaleur. OK? Euh, vous avez besoin. Ce qu'on avait discuté dans le dernier cours, c'est que les neutrons qui sont produits transportent beaucoup d'énergie cinétique, donc vont aller très vite. Puis les neutrons rapides ont moins de chances d'induire la fission de l'uranium. Donc, vous allez vouloir ralentir les neutrons à l'aide d'un modérateur qu'on appelle. Donc, le modérateur qui est la plupart du temps utilisé, c'est l'eau lourde même, ok, qui a la tendance à ralentir les neutrons. Donc, le neutron va se promener puis va entrer en collision avec ces atomes-là, ces molécules-là, va perdre l'énergie cinétique, va faire chauffer l'eau en même temps. Okay? Mais ne sera pas absorbé. Donc, il y a des substances qui ont la propriété de ne pas absorber les neutrons libres. Okay? Parce que ce que vous voulez, c'est que vous ne voulez pas que le neutron qui est produit aille à être absorbé par quelque chose d'autre puis qu'il soit retiré du flux de neutrons. Vous voulez que les neutrons produits par les désintégrations aient le temps d'aller provoquer d'autres fissions nucléaires. Donc, il faut les ralentir sans les absorber. Ça, c'est le rôle des modérateurs. Les premiers modérateurs qui ont été utilisés dans des réacteurs, c'est le graphite, souvent. Okay? Donc, le graphite a été utilisé dans le premier réacteur, celui qui avait été construit par Fermi à l'Université de Chicago en 1942. Donc, ça, c'est juste un schéma ici, là, mais c'était essentiellement des briques de graphite dans lesquelles il y avait percé des trous dans lesquels il insérait des pocs d'uranium. Okay? Pardon. Vous aviez aussi, ici, ils ne sont pas indiqués, là, mais vous aviez des. Attendez une seconde, il est où? Je vais le trouver. Donc, vous voyez ici, ça, on dit la 10e couche de briques de graphite percée de trous dans lesquels on allait insérer des blocs, des pocs d'uranium. Donc, vous remarquez l'auto, il y a du graphite. Le graphite joue le rôle de modérateur ici. Donc, il va ralentir les neutrons sans les absorber. Évidemment, il faut que le graphite soit hautement purifié. Si vous prenez juste du graphite dans une mine de graphite conventionnelle, il va être plein de contaminants. Les contaminants vont absorber les neutrons, donc la réaction ne se produira pas. Okay? Donc, c'est important d'avoir du graphite excessivement pur ou de l'eau lourde. Okay? Donc, c'est les deux modérateurs qui sont les plus couramment utilisés. Le problème, entre guillemets, avec le graphite, c'est que c'est. Ben, en fait, c'est pas un problème, là, c'est juste un réacteur. C'est qu'il faut extraire la chaleur produite
par le réacteur. Donc, un réacteur à l'eau va être euh, beaucoup plus approprié. Donc, vous faites circuler de l'eau à travers la pile. L'eau, l'eau joue le rôle de modérateur et en même temps de caloporteur, donc transporte la chaleur produite par la réaction nucléaire à l'intérieur du cœur. Vous pouvez ajuster aussi la quantité d'énergie qui est dégagée par un réacteur nucléaire en contrôlant le flux de neutrons à l'intérieur du réacteur. Donc, ce qu'on veut dire par là, c'est que si vous laissez circuler beaucoup de neutrons, la réaction va être rapide, le réacteur va dégager plus d'énergie, plus de chaleur. Si vous diminuez le flux de neutrons à l'intérieur, vous allez réduire la vitesse de la réaction, donc vous allez produire moins de chaleur. Donc, comment est-ce que vous pouvez contrôler en pratique le flux de flux de neutrons dans un réacteur nucléaire? La façon la plus simple, c'est d'utiliser des barres de contrôle qu'on appelle. OK? Donc, les barres de contrôle ici qui sont schématisées là, ici, ou qui sont représentées aussi euh, ici. OK? Donc, c'est des barres qui sont souvent faites soit de bore ou de cadmium, par exemple, qui sont des métaux qui ont la propriété d'absorber super efficacement les neutrons. Donc, quand vous insérez les barres de contrôle dans le réacteur, les neutrons excédentaires vont être absorbés par le cadmium, puis de cette façon-là, vous allez stopper la réaction parce que les neutrons n'auront pas le temps de se rendre jusqu'à un autre noyau d'uranium pour le briser. Donc, en insérant les barres de contrôle, on tue la réaction en toute fin pratique. En sortant les barres de contrôle, on laisse les neutrons se promener, puis on favorise la réaction. Donc, les barres de contrôle, c'est le plus gros frein. Imaginez si les freins sur une voiture, là, c'est pas mal une bonne analogie. Là. Quand vous pèsez sur le break, là, dans le fond, vous rentrez les barres de contrôle, vous pèsez sur le break. Vous sortez les barres de contrôle, vous lâchez le break. OK? Donc, euh, c'est un frein dans le sens, c'est pas une pédale de gaz, OK? Parce que si vous enlevez il n'arrêtera pas, OK? Le réacteur, si vous enlevez les barres de contrôle, il va produire de la chaleur constamment. Donc, c'est pas comme s'il fallait peser sur le gaz, là. C'est qu'il faut peser sur les freins, OK? Pour ralentir la réaction. Euh, donc, les barres de contrôle ici servent à contrôler le flux de neutrons. Ça absorbe les neutrons excédentaires, puis ça laisse juste la bonne quantité de neutrons euh, provoquer la réaction de fission. Dans un réacteur de ce type-là, par exemple, il y a une couple de façons de faire des réacteurs nucléaires, mais c'est qu'il y a toujours un échange de chaleur. Donc, vous avez souvent ici, c'est un réseau primaire où l'eau ici est excessivement radioactive, là, OK? Puis vous avez un réseau secondaire où vous avez l'eau froide ici qui passe à travers un échangeur de chaleur ici qui va récupérer l'énergie de l'eau chaude, qui va passer en vapeur, qui va actionner la turbine, puis après qui va être condensé, OK, dans une tour de refroidissement. Puis c'est pour ça qu'il y a de la vapeur qui sort. OK? La vapeur qui sort d'une centrale nucléaire, c'est de l'eau. OK? C'est purement de l'eau. Oups, excusez, attendez une seconde. Euh, Pardon, voyons, j'étais où? OK, donc ici, si on regarde ça, oh, ça, ce qu'on voit, le rayonnement en bleu, c'est le rayonnement Cherenkov. Là, c'est intéressant en soi, là, mais bon, c'est un autre. Donc, un, un réacteur pressurisé, là, donc dans le fond, si vous avez un circuit primaire où l'eau circule, cette eau-là traverse la pile, le cœur du réacteur. Donc, c'est là qu'elle va être chauffée. OK? Mais elle va être maintenue sous pression pour ne pas se vaporiser. OK? Dans un réseau secondaire, vous prenez une source d'eau fraîche, vous la faites passer à travers un échangeur de chaleur ici, OK? Donc un générateur de vapeur. C'est là que l'eau froide va extraire la chaleur de l'eau bouillante ici pour produire de la vapeur qui va alimenter la turbine qui va produire l'électricité. OK? Euh, faut toujours que les pompes circulent pour faire circuler l'eau. OK? Évidemment, si les pompes arrêtent de fonctionner, qu'est-ce que vous pensez qu'il va se produire? OK? Donc, si la pompe arrête de fonctionner, ben ça ici, ça va arrêter d'être refroidi. OK? Il n'y aura plus rien pour extraire la chaleur. Donc, ça va ne que produire de la chaleur. Donc, ça va être important à ce moment-là de rentrer les barres de contrôle complètement dans le réacteur pour éviter que le réacteur s'emballe. OK? Donc, d'un autre côté ici, euh,
la pompe va toujours alimenter en eau fraîche le réacteur. Donc, c'est important que les pompes ici fonctionnent, là. En fait, c'est très important. Les pompes sont alimentées à l'électricité. Ce que ça veut aussi dire, c'est que faut qu'il y ait. La plupart, en fait, pas mal tous les réacteurs ils doivent être branchés sur l'électricité. C'est un peu niaiseux, là, c'est un peu contre-intuitif, mais euh, vous avez besoin d'électricité pour faire fonctionner les pompes. Si vous n'avez pas d'électricité pour faire fonctionner les pompes, vous n'êtes pas capable de produire l'électricité. Donc, c'est un peu un système, là, je ne sais pas ce qu'on en français, mais bootstrappé, là. Donc, on produit l'électricité. Il y a une partie de l'électricité qu'on produit qui va servir à produire, à faire tourner les pompes. Les pompes servent à produire l'électricité. Donc, si on ne produit pas d'électricité, on ne fait pas tourner les pompes. Fait qu'il faut qu'il y ait de l'électricité qui rentre dans une centrale nucléaire pour au moins alimenter les pompes. OK? Sinon, on ne peut pas faire d'électricité dans un réacteur nucléaire. Vous avez aussi des boiling water, là, mais ceux-là sont beaucoup plus rares. Là, OK? Donc, vous faites bouillir de l'eau directement. Là, OK? Donc, dans le cœur du réacteur, vous faites la vapeur. C'est cette vapeur-là qui fait tourner la turbine. Ça se fait, OK? À peu près le tiers des réacteurs aux États-Unis qui sont faits comme ça. Vous avez un réseau secondaire ici. OK? Il n'y a jamais d'eau radioactive qui entre en contact avec l'eau fraîche. Là. Il n'y a jamais d'eau radioactive qui est rejetée dans l'environnement. Donc, si vous remarquez, vous avez trois circuits, en fait, comme ici. Vous avez un premier circuit où vous avez de l'eau très radioactive ici, là, OK? Un circuit secondaire ici qui est la vapeur qui est produite, qui traverse la turbine, qui est condensée, qui va être repassée à travers le générateur de vapeur. Puis vous avez un circuit tertiaire qui, lui, est juste le refroidissement, donc pour condenser l'eau ici qui est important. Donc de la même façon, ici, vous avez un circuit primaire ici à l'intérieur du réacteur, un circuit secondaire ici qui génère la vapeur, puis un circuit tertiaire qui condense la vapeur. OK? Donc, c'est pour ça que ce qui sort d'une centrale nucléaire, c'est plus propre que ce qui sort d'une centrale au charbon. Là. Clairement plus propre. J'irais vivre ça ici, je pense que j'irais vivre là avant d'aller vivre à côté d'une centrale au charbon. Réacteur boiling water, en fait, c'est juste que vous faites bouillir l'eau directement à la vapeur qui est produite par le cœur. C'est ça que vous allez qui va alimenter la turbine. Donc, les deux types de réacteurs sont intrinsèquement différents à ce niveau-là ici. OK? Mais à la base, tous les réacteurs nucléaires fonctionnent sur le même principe où on a une source de chaleur, le carburant, qui fait bouillir de l'eau, puis ça produit l'électricité qui alimente la grille électrique. Donc ça, c'est quand tout va bien. Évidemment, si tout allait bien, on n'aurait pas eu la série télé Tchernobyl qu'on a eue l'année passée ou il y a 2 ans déjà. Non, l'année passée. Ok. Qui est excellente d'ailleurs, mais bon, qui est pas. Il y a des problèmes au niveau historique avec cette série-là, là, mais c'est quand même très bon. Qu'est-ce qui s'est passé à Tchernobyl en fait? C'est à Tchernobyl, c'est ici. Ben, Tchernobyl, c'est une centrale nucléaire en Ukraine, ok, premièrement. Donc c'est pas en Russie, c'est pas en. C'était en Union soviétique parce que l'Ukraine faisait partie de l'Union soviétique. Donc sur une carte. euh, donc si on va voir. Oh, excusez. Donc, Tchernobyl, c'est à la frontière, près de la frontière avec la Biélorussie. Donc, attendez une seconde qu'on se retrouve. Donc, la Biélorussie qui est ici. Le nord est perdu le nord, ça va bien. La Roumanie. Ok, là. Ah, ok, c'est pour ça. C'est en Ukraine. Ok, donc, premièrement, c'est pas en Russie. Ça faisait partie de l'Union soviétique à cette époque-là, par contre. Ok. Donc, je sais pas si je de trouver le réacteur. Attendez. Donc, c'est ici, en fait, le réacteur. Ok. Donc, ça, c'est la centrale nucléaire de. En fait, il y a 4 réacteurs nucléaires dans la centrale de
de Tchernobyl. Et ce qu'on voit, nous, c'est celui-ci ici. Ça, c'est la structure qu'ils ont mis par-dessus le réacteur numéro 4 qui a explosé en 86. OK? Donc, à quoi ça ressemblait au moment où ça a explosé, en fait. Ça, c'est les premières images qui ont été prises le lendemain. Avant, il y avait un toit ici. Là, il n'y en a plus. OK? Les photos qui ont été prises plus récemment. OK? En fait, avant de mettre un. Avant, ce qui s'est produit, c'est qu'ils ont mis un sarcophage, un premier sarcophage en béton. Donc, ils se sont dépêchés de couler des tonnes de béton par-dessus le réacteur. Ça a été fait un peu à la va-vite et à la chipette. Donc, ils ont été obligés de refaire un nouveau coffre par-dessus. OK? Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont construit là, dans le stationnement, ici, ben, dans le stationnement, ici, là, OK, ils ont construit euh, le dôme. Spécifiquement, ils ne pouvaient pas construire le dôme directement par-dessus. C'est encore trop radioactif là, pour travailler là. Donc, ils ont construit le dôme ici, puis ils l'ont fait glisser sur des rails jusqu'à la position qu'elle occupe aujourd'hui. Donc, ça, c'était pendant qu'ils construisaient. Vous voyez la centrale ici qui est derrière. Donc, vous voyez le, le- 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 le dôme qui est construit, qui a été construit au coût de 2 milliards, si je me trompe pas. Là. Attendez, j'avais des chiffres tantôt. À peu près 2 milliards. OK? Donc, c'était terminé en 2017. OK? Puis ça a été installé depuis. Là. C'était installé en 2017. C'était glissé par-dessus le réacteur ici. Puis là, c'est sa position finale ici, où ce que on le voit ici. Là. Donc, on le voit ici. Oui, excusez, je suis pas dans le bon écran. Il y a des journées comme ça. Je suis désolé. Donc, on voit le dôme qui a été glissé en place ici. OK? Donc, ça, c'est là où vous voulez pas vous trouver. OK? En fait, encore aujourd'hui, c'est pas. Vous n'allez pas mourir si vous allez là instantanément. Là. Vous n'allez pas mourir si vous y allez, là, mais on recommande pas très de se pointer là trop souvent ou d'y rester trop longtemps. OK? C'est rendu une ville fantôme autour de ça ici, là. Bon, excusez. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à Tchernobyl en tant que tel? Je vous suggère encore une fois, il y a deux bonnes ressources, deux très bonnes ressources que vous pouvez aller voir. Il y en a une qui est évidemment romancée, ok, qui est la série Tchernobyl. Donc, sur HBO, ils ont fait une série qui s'appelait Tchernobyl, que vous pouvez consulter, que vous pouvez voir sur Crave, Crave ici au Canada. Ok. Donc, vous irez voir ça, c'est vraiment, c'est quelque chose, c'est excellent, ok? Mais c'est dramatisé aussi, évidemment, parce que sinon, ça ferait pas de la bonne télé, ok? Euh, mais ça vaut la peine de regarder ça. Il faut juste faire attention parce que la science est quand même bonne, la physique est bonne. Ce qui est plus problématique, c'est la politique, là. Donc l'interaction. Il y a des bons éléments, là. Je ne veux pas dire que c'est pas comme si c'était tout à mettre aux poubelles du tout, là. Il y a de très bons éléments, mais des fois, les relations de pouvoir au sein de l'URSS à cette époque-là, c'était pas simple. C'est caricaturé par bout. Il faut faire attention aussi entre la dynamique que ça se passe en Ukraine, puis ça, faut pas perdre ça de vue. C'est les Soviétiques, là, ok, là, donc c'est essentiellement le bureau, le comité central à Moscou qui imposait ses vues sur l'Ukraine. L'Ukraine est il y a une fierté ukrainienne, là, ok? Il y a beaucoup d'Ukrainiens qui sont partis d'ailleurs d'Ukraine pour venir s'installer au Canada à cause des Soviétiques. Donc il y a une dynamique entre l'Ukraine et la Russie ou les communistes en tant que tels qui est des fois discutable. Puis il y a aussi ce qui est surtout plus discutable, c'est les conséquences sur la santé. Donc c'est très dramatisé, là, ok? Dans le sens que vous n'allez pas commencer à signer de partout nécessairement si vous êtes. C'est ceux qui s'empoisonnent en radioactivité là-dedans, ça paraît, puis ça paraît pas toujours. Tu sais, à un moment donné, il y en a un qui va aller mourir dans un hôpital. Je dis, sa femme n'ose pas s'approcher de lui. Ben, je dis, sa femme, je dis, le gars, là, une fois que tu l'as déshabillé, puis tu l'as lavé comme il faut,
il est pas radioactif, là, le gars. Là. Il est malade, là, mais il est pas radioactif lui-même. Donc, il n'y a pas de danger de s'approcher de lui, même s'il a été empoisonné à la radioactivité. Donc, tu sais, il faut apprendre à y en laisser. Une excellente ressource, par contre, que je vous suggère, c'est un autre livre. OK? C'est Série Plocky. OK? C'est un livre sur Tchernobyl. Ça a sorti l'année passée, là, ou il y a 2 ans peut-être. C'est excellent. Encore une fois, comme lecture, là, c'est autant du côté physique de ce qui s'est produit, d'un compte rendu de ce qui s'est produit, que du côté politique, parce que lui, il provient d'une ville qui est relativement près de lui. Il vient du coin, autrement dit. Depuis, il s'est exilé en Angleterre. Là, il est prof d'histoire. Il est rendu. Ah, il est retourné en Ukraine. Ok, bon, c'est ça. C'est ça. C'est un Ukrainien américain. Il a travaillé en Angleterre. Non, il a travaillé, excusez, à Harvard. Puis il travaille en Ukraine aussi. Donc, il est hot. Ce livre-là est aussi franchement excellent. La série est très bonne aussi, là. Il explique entre autres la chaîne d'événements qui a mené à l'accident de Tchernobyl, qui en soi est assez troublante, parce que tout ça part d'une erreur humaine. Tout ça part du fait que si on revient à notre schéma de tantôt, attendez une seconde, si on... ah, ah, excusez, là, c'est un peu confus. Si on revient à notre schéma de tantôt, on a dit qu'il fallait que les pompes fonctionnent toujours. OK? Que si les pompes arrêtent de fonctionner, il n'y a plus rien pour refroidir le réacteur. Donc, ça peut être dangereux assez rapidement. OK? Donc, pour contourner ce problème-là, tous les réacteurs nucléaires ont des génératrices au diesel pour faire fonctionner les pompes en cas d'accident ou d'attaque d'un autre pays. OK? Donc, si jamais le réacteur s'éteint pour une raison quelconque, ou s'ils perdent le courant qui alimente les pompes, ben, il y a des génératrices au diesel qui vont embarquer puis qui vont faire circuler l'eau au moins pour refroidir le réacteur. On va pouvoir éteindre le réacteur, continuer de le refroidir, mais au moins il n'y aura pas d'accident qui va se produire. Euh, Ce qui s'est produit à Tchernobyl était un test. Okay? C'est ça qui est quand même assez fascinant, c'est qu'ils ont voulu faire un test pour savoir essentiellement qu'est-ce qui se passerait s'il y avait un attentat sur un réacteur nucléaire. OK? Donc, s'il y avait un réacteur nucléaire soudainement qui voyait, mettons, son entrée électrique coupée, puis que les pompes s'arrêtaient de fonctionner, OK? Comment il pourrait réagir? Donc, le truc qu'il voulait tester, c'était la turbine qui est ici, là, qui produit l'électricité. Est-ce qu'on ne pourrait pas prendre l'électricité qui est produite par la turbine? Parce qu'imaginez que vous coupez les pompes, vous arrêtez de produire de la vapeur. La turbine va arrêter de tourner, va arrêter de produire de l'électricité. Est-ce qu'on serait capable d'utiliser l'électricité produite par la turbine pendant qu'elle ralentit pour alimenter les pompes le temps que les centrales au diesel, le temps que les génératrices au diesel s'allument? Parce qu'évidemment, allumer une génératrice au diesel, ça prend quand même, on parlait de 1 minute environ, là, OK? Donc, mettons que vous coupez le courant à la pompe, ça prend 1 minute avant que la génératrice produise assez d'électricité, se soit assez réchauffée pour prendre le relais. Mais pendant cette minute-là, tout peut se produire. Donc, le but, c'était de vérifier si l'électricité résiduelle produite par la turbine pendant qu'elle ralentit pourrait servir à alimenter les pompes pour attendre le temps que les génératrices au diesel embarquent. Donc, ils ont voulu faire un test pour vérifier ça. Pas besoin de vous dire que le test a mal viré. OK? Un des problèmes, en fait, il y en a plusieurs, là, c'est qu'on peut. Puis ça c'est un bout dans la série télé qui est vraiment bien expliqué, moi, je trouve, personnellement. Là. Pardon. Attendez une seconde. Donc, dans une centrale comme le réacteur de Tchernobyl, c'est qu'il y a un genre de feedback qui s'installe. Par exemple, vous avez de l'uranium qui fissionne. Ça va faire augmenter le taux de réaction. OK? Donc ça va produire de la chaleur. Ça va faire augmenter la température dans le réacteur. Ça va produire de l'énergie. Donc, qu'est-ce que vous faites? C'est que vous mettez de l'eau ensuite. OK? Donc, vous avez besoin de l'eau. L'eau va ralentir la réaction.
OK? Donc, l'eau va garder la réaction sous contrôle. OK? Puis, vous avez aussi une autre affaire qui contrôle le taux de réaction, c'est les barres de contrôle, évidemment. OK? Donc, vous avez l'uranium qui fissionne, ça fait augmenter la température de la production d'électricité. Vous vous assurez d'avoir suffisamment d'eau puis de barres de contrôle. Ça va ralentir la réaction. OK? Dans le type de réacteur comme à Tchernobyl, il y avait ce qui se produisait par contre, c'est que là, ça va faire en sorte, pardon, attendez une seconde, mais la production d'énergie, elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle transforme l'eau en vapeur. Puis, une des propriétés, c'est que dans le type de réacteur comme à Tchernobyl, la vapeur va favoriser les réactions. OK? Pourquoi? Ben, l'eau sert de modérateur. Donc, si l'eau est remplacée par de la vapeur, ce qui va se produire, c'est que vous allez favoriser vous allez favoriser le nombre de réactions. Donc, vous allez produire plus d'électricité. Donc, plus il y a de vapeur, il y a un coefficient de ce qu'on appelle un coefficient de vide positif. Donc, plus il y a de vide au lieu d'avoir de l'eau, plus la réaction va s'emballer. OK? Donc, ça va faire le fait d'avoir de l'eau, puis le fait d'avoir de l'eau qui se vaporise, ça va faire augmenter le taux de réaction. Mais vous avez aussi un effet de feedback avec un effet de température. Donc, plus la température du réacteur est élevée, moins les réactions sont efficaces. Donc, il y a une balance qui se fait entre, d'un côté, mettons, les moyens qui vont accélérer les réactions, comme la présence même d'uranium, le coefficient de vide positif, puis de l'autre, les affaires qui vont ralentir le coefficient de température, qui lui est négatif, la présence de l'eau, qui est un facteur qui refroidit, puis les barres de contrôle aussi, qui vont maintenir le taux de réaction en ordre. Vous avez aussi une autre affaire qui entre en ligne de compte, c'est le xénon. Donc, on se souvient, quand vous brisez de l'uranium, ça peut donner du xénon. Puis le xénon est ce qu'on dit un poison pour un réacteur nucléaire parce qu'il absorbe super efficacement les neutrons. Donc, euh, si vous avez un réacteur qui fonctionne normalement, ben ça produit du xénon, mais le xénon est automatiquement pratiquement brûlé aussi par les réactions nucléaires. Donc, c'est pas un facteur. Mais l'affaire qui se produit, c'est que si la puissance du réacteur est trop basse ou si le réacteur est trop froid, mais le xénon ne va pas disparaître. Donc, le xénon va s'accumuler, puis il va faire en sorte que ça va absorber les neutrons libres, puis ça va ralentir la réaction drastiquement. OK? Donc, à Tchernobyl, le réacteur était conçu pour rouler autour de 3200 MW. OK? Donc, ça, c'est la production normale du réacteur. À cette température-là, le réacteur produit de façon stable. Il brûle le xénon au fur et à mesure qu'il produit. Il est stable. Un réacteur nucléaire, là, une fois que vous l'avez stabilisé, normalement, ce que vous voulez faire, c'est que vous voulez le laisser stable le plus longtemps possible. On ne joue pas avec un réacteur nucléaire. On ne l'éteint pas la nuit pour rien. Okay? Mais à Tchernobyl, ce qu'ils ont voulu faire, c'est tester qu'est-ce qui se passait si on coupe la turbine ici. Okay? Donc, si on coupe si on coupe les pompes, okay, qu'est-ce qui va se produire? Donc, ce qu'ils se sont dit, c'est qu'on va premièrement, on va réduire la puissance du réacteur. Au lieu de le garder à 3200 MW pour faire le test, on va faire le test à 1600 MW. On va prendre moins de risques. À 1600 MW, il produit moins de chaleur, donc il va avoir besoin de moins d'eau pour être refroidi. Donc, ça va être, en théorie, plus sécuritaire de faire le test à 1600 MW au lieu de 3200. Si le test est concluant à 1600, il devrait être concluant à 3200. C'est comme ça qu'on a l'impression qu'ils réfléchissaient. OK? Donc, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils gardent le réacteur à 3200. Puis là, ils étaient supposés faire le test ils stabilisent le réacteur à 1600. Puis ils se disent, on va vouloir faire le test à 1600. Puis ils étaient supposés faire le test, genre sur l'heure du dîner ou quelque chose de même. Mais arrive donc, réduisent la puissance nominale de 3200 à 1600 MW. OK? Pendant une certaine période de temps. Une des choses qui se produit par contre, c'est qu'à 1600 MW, le xénon s'accumule. OK? Donc, normalement, le réacteur est conçu pour rouler à 3200 MW. À ce moment-là, le xénon est brûlé au fur et à mesure qu'il est produit. OK? Par contre, à 1600 MW, le xénon s'accumule. OK?
Donc, la réaction devient de plus en plus difficile à faire. OK? Normalement, il était supposé faire le test vers l'heure du dîner avec une équipe qui était prête à ça. Quand vient le temps de faire le test, le directeur de la centrale reçoit un coup de fil qui dit ouais, il dit, on a besoin de l'électricité pour alimenter le pays. Pourrais-tu attendre avant de faire ton test? Parce qu'à partir du moment où ils font le test, ils coupent la production d'électricité. Comment tu peux enlever 1,6 MW sur le réseau? C'était trop. Donc, ils n'étaient pas prêts à ça. Ils se sont dit, vous pouvez faire le test la nuit à la place. Le gars de la centrale dit, pas de problème, on va faire le test la nuit à la place. Donc, laisse pendant une dizaine d'heures le réacteur à 1600 MW au lieu de 3200. Le problème, c'est que pendant ce temps-là, le xénon s'est accumulé. OK? Il y a eu une grosse accumulation de xénon pendant 10 heures. OK? Puis arrive le chiffre de nuit, OK? Qui eux vont être mis en charge de faire le test en tant que tel. Les autres qui arrivent, puis ils se font dire ouais, c'est à soir le test, finalement, ça n'a pas été lieu, ça n'a pas été cet après-midi, ça va être à soir. Mais les gars sont pas prêts pour ça, là. Je veux dire, c'est sérieux là, comme affaire, puis c'est comme il explique Plucky ou dans la série, c'était littéralement un petit cul de 25 ans là, qui était en charge d'opérer le réacteur au moment de faire le test. Le gars, ça faisait 3-4 mois qu'il travaillait à la centrale. Là, tu sais, ce genre, il a appris en arrivant qu'il fallait qu'il le fasse. Il reçoit une liste d'instructions avec une coupe qui sont barrées parce qu'ils ont déjà essayé de faire ce test-là puis ils n'ont pas été capables dans le passé. Les gars, ils se fait dire ça va être à toi de faire ça. Fait que tu sais, ils sont un peu stressés. Puis là, pour faire le test, le boss décide de réduire encore plus la puissance du réacteur, de baisser à 700 MW. Il demande de baisser à 700 MW la chaleur du réacteur pour faire le test. Donc, les gars, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils insèrent les barres de contrôle dans le réacteur pour réduire la quantité de chaleur produite par le réacteur jusqu'à 700 MW. Mais ce qui se produit, c'est que là, il y a de xénon qui s'est accumulé dans le réacteur pendant tout ce temps-là. Okay? Ce que ça fait, c'est que le xénon va absorber tous les neutrons ambiants puis va éteindre le réacteur. Le réacteur va littéralement s'éteindre. Donc la puissance va tomber en bas de 200 watts. Là. Okay? Donc normalement, il y a une procédure quand vous éteignez un réacteur nucléaire pour le repartir de façon sécuritaire. Mais le gars qui est en charge du test a des intérêts politiques à ce que le test se passe bien. Okay? Il veut livrer. Okay? Il n'y a pas 24 heures à attendre qu'on reparte, qu'on restabilise le réacteur puis qu'on réessaye le test avec une équipe compétente. Ils décident de faire le test pareil. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont pardon. Ils vont décider de repartir le réacteur, de le ramener à 700 watts. Pour ça, ils vont retirer les barres de contrôle. Okay? Mais le problème, c'est qu'il y a tellement de xénon qui s'est accumulé dans le réacteur qu'il faut qu'ils sortent les barres de contrôle, puis ils se trouvent à sortir au complet 205 des 211 barres de contrôle. Okay? Puis le réacteur ne part toujours pas. Il y a tellement de xénon qui s'est accumulé que le réacteur ne part pas, tout simplement. Okay? Donc, sort les barres de contrôle. Là, il n'y a plus de barres de contrôle dans le réacteur, ou à peu près plus. Pardon. Puis le réacteur se rallume toujours pas parce qu'il y a trop de xénon qui est accumulé dans le réacteur pendant ce temps-là. OK? Donc là, on a un réacteur éteint, une grosse accumulation de xénon. Les barres de contrôle sont complètement sorties. Qu'est-ce qui va se produire? En fait, ce qui va se produire, c'est qu'il faut garder à l'esprit, là, on a un réacteur qui est froid. Okay, là? Donc, on a un réacteur qui était coupé, dont la température, la chaleur produite est en bas de 100 MW. Là, okay? Donc, le réacteur est froid. Comme le réacteur est froid, qu'est-ce qu'on a? C'est que, on se souvient peut-être, là, je disais qu'il y a un coefficient de température négatif, c'est-à-dire plus le réacteur est chaud, plus les réactions sont ralenties, plus le réacteur est froid, plus les réactions sont rapides. Donc, on a quelque chose ici qui favorise les réactions, ici, le fait que ça soit froid. En plus, on a beaucoup de xénon, puis on a de l'eau qui alimente le réacteur. Donc, tout ça contribue au fait que le réacteur va rester froid quand même. Mais il décide de faire quand même le test puis de couper la turbine à ce moment-là. À ce moment-là, qu'est-ce qui se produit? Ben, on n'a plus d'eau. Okay? Donc, il y a juste l'uranium qui produit de la chaleur qui est plus transporté par l'eau. Le problème, par contre, qui se produit à ce moment-là, c'est que comme il n'y a plus rien pour transporter la chaleur, la
chaleur augmente assez rapidement. Donc là, ce qu'on a, c'est qu'on a un réacteur qui est froid, dans lequel il n'y a plus de source d'eau pour extraire la chaleur, puis qu'il y a beaucoup de xénon aussi qui ralentit la réaction. À partir du moment où on coupe la turbine, les réactions d'uranium continuent de se faire, mais maintenant, vu que la chaleur est plus retirée, là, le réacteur commence à chauffer rapidement. En chauffant rapidement, qu'est-ce qui se produit? Ça brûle le xénon qui était là pour absorber les neutrons. Donc, on perd la source de xénon qui absorbait les neutrons excédentaires. On n'a plus ça pour ralentir. Il n'y a plus d'eau froide pour ralentir la réaction. Puis les barres de contrôle sont complètement sorties du réacteur. Donc, il n'y a plus rien pour ralentir la réaction. Tu as juste la réaction de l'uranium qui se produit. En plus, le peu d'eau qui restait dans le réacteur s'évapore, ce qui crée un coefficient de vide positif qui va accentuer encore plus ces réactions. Bref, tous les ingrédients sont là pour que la puissance augmente en flèche. Donc, en dedans de quelques secondes, la puissance passe de 200 à 2000 ça augmente, ça augmente, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Ce que, à ce moment-là, les ingénieurs décident de faire, c'est de peser sur le bouton Scram. Donc, le bouton Scram, c'est un bouton qui va aller rentrer les barres de, de contrôle dans le réacteur très rapidement pour éteindre le réacteur. Donc, le boss en arrière qui faisait le test, il disait, bah, faut pire si ça fuck, je rentrerai les barres de contrôle à la dernière minute, puis on va être correct pareil. Sauf que au moment où il rentre les barres de contrôle, qui sont en cadmium, ok, ben, le bout, le bout, le premier mètre de la barre, il n'est pas en cadmium, il est en graphite. Puis le graphite, c'est un modérateur qui favorise la réaction parce que ça ralentit les neutrons rapides. Donc, en rentrant les barres de graphite, les barres de contrôle dont le bout est en graphite, ils vont se trouver à accélérer encore plus le réacteur. Là, ce qui se produit, c'est que le graphite prend l'expansion, les barres de contrôle jamment dans le réacteur, puis là, il n'y a plus rien à faire. Tout pète aux frettes. OK? Donc, ils ne savent pas jusqu'à combien monter la puissance, mais sur le cadran, là, le cadran indiquait au-dessus de 33 000 mégawatts au moment de l'explosion. OK? Donc, là, tu te dis, c'est qui le tata qui va faire des barres de contrôle en graphite? OK? Ben, n'importe qui en Union soviétique va te dire, ben, ça coûtait moins cher à les faire comme ça, fait que c'est pour ça qu'ils ont fait comme ça. Donc, c'est un effet de feedback incroyable. Je dis, mais clairement, c'est une erreur humaine à la base. Et une erreur humaine dans le sens une erreur de conception. Tu n'aurais jamais dû mettre des bouts de graphite sur des barres de contrôle. Là. Depuis ce temps-là, ça a été changé aussi. Tous les réacteurs de ce type-là ont été rétrofités là, pour remplacer les barres de contrôle par purement du cadmium au lieu d'avoir des bouts de graphite au bout. Mais c'est là qu'à ce moment-là, c'est produit, la puissance augmente tellement que ça vaporise, l'eau est toute en vapeur, la pression augmente, ça finit par exploser. Donc vous avez littéralement les barres de contrôle de 700-800 livres qui pètent, qui explosent. Ce que ça produit à ce moment-là, vous avez de l'air qui rentre dans le réacteur, le graphite qui est ultra chaud, l'hydrogène qui se mélange avec puis ça vaporise l'eau, ça produit l'hydrogène, de l'acide, en tout cas, ça donne un beau cocktail pour avoir une grosse explosion, un incendie qui se déclare à ce moment-là. Donc, vous avez littéralement créé une mini-bombe, là, ok? Sur le coup, il y a comme juste 2 techniciens, je pense, qui sont morts, qui étaient dans la salle des pompes. Eux sont morts. Il y en a une trentaine qui sont morts dans les mois suivants directement parce que quand l'explosion s'est produite, ils ont eu une onde de choc. Mais il n'y a pas une grosse boule de feu, là. Il y a eu une boule de feu, mais pas une si grosse boule de feu que ça. Donc, ça n'a pas tué tant de monde sur le coup. C'est par la suite que c'est pas clair. Les conséquences sur la santé sont, c'est difficile de s'y retrouver. Là. Il y en a qui vont parler de 4 à 95 000 morts. Il y en a d'autres qui vont dire oh non, il n'y a pas si. Les taux de cancer, comparer les taux de cancer avant avec après, c'est, c'est, c'est- ça, c'est pas simple. OK? C'est sûr que c'est pas bon pour la santé humaine qu'il y ait des accidents comme ça qui se produisent. Ça, on s'entend là-dessus. Là. OK? Mais c'est pas clair comment l'accident s'est produit. Ben, les conséquences, le nombre de morts est très, très contesté de tous les côtés. Euh, donc ça, c'est ce qui s'est produit à Tchernobyl là, rapidement en quelques minutes. Là.
je vous suggère fortement de lire le livre de Plocky puis la série de Tchernobyl aussi, qui sont deux, euh, deux bons morceaux si vous voulez un peu en comprendre là-dessus. C'est aussi bon parce que ça explique un peu le contexte politique et social en Ukraine autour de 86. C'était le début de la fin. C'est Gorbatchev qui était secrétaire général, je pense, qui s'appelait, en tout cas, euh, du Parti communiste à cette époque-là. C'était lui le boss. Même lui a admis que c'est probablement ce qui a mené à l'effondrement de l'Union soviétique. L'Union soviétique s'est décomposée en 91 officiellement avec la chute du mur de Berlin, mais les premières cracks ben, c'est pas les premières cracks, là, mais c'est les vraies grosses cracks dans le modèle soviétique sont apparues en 86 avec l'accident de Tchernobyl. C'est ça qui a mené indirectement à l'effondrement de l'Union soviétique. Euh, Quand on vous disait au début aussi que c'était fait comme un test pour voir ce qui se passait, s'il y avait eu un attentat sur un réacteur nucléaire, c'est aussi une des raisons. C'est parce que les Soviétiques se souvenaient de l'opération Opéra, donc du réacteur aux Irak. Euh, Wikipédia, donc vous vous souvenez, là, je vous avais parlé de l'opération Opéra. Oups, excusez, je sais pas pourquoi je suis là. Donc en 81, ok, les Israéliens avaient attaqué un réacteur nucléaire en Irak. Ok. Donc c'est à ce moment-là probablement que l'idée d'aller vérifier oh boy boy, comment notre grille électrique réagirait s'il y avait un réacteur nucléaire qui était détruit ou si on détruisait les lignes électriques qui amènent l'électricité, qui alimentent les turbines dans notre réacteur nucléaire, comment ça réagirait. Donc euh, il y a du monde même qui vont blâmer cette attaque-là pour ayant causé le Tchernobyl 5 ans plus tard, mais bon, là, faut pas virer fou non plus, là, mais c'est pas des situations simples. OK? Qu'est-ce qui s'est passé à Fukushima maintenant? Fukushima, c'est assez différent comme situation. OK? Fukushima, c'est une centrale nucléaire, ça fait déjà presque 10 ans. Là, OK? Ça s'est passé au mois de mars. Attention. Ça s'est passé euh, au mois de mars de mémoire. Ouais, c'est ça, le 11 mars 2011. OK? Donc, ça va faire 10 ans au printemps, déjà. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Euh, pardon. Ben, ici, euh, c'est pas le même principe. OK? Donc, comment ça fonctionne? C'est que vous avez ici une vue. euh, c'est six centrales. En fait, c'est six réacteurs nucléaires qui sont dans la centrale. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous les voyez ici sur une autre vue. Donc les 1, 2, 3, 4, 5 et 6. OK? Euh, Devant, vous avez les buildings où il y a les turbines qui sont installées. OK? Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5 et 6 qui sont plus hauts. Vous avez les buildings où se trouvent les turbines qui produisent l'électricité. Vous avez les lignes électriques aussi, OK, qui sont ici pour alimenter, OK, le réacteur. L'affaire, c'est que vous avez l'entrée d'eau fraîche pour refroidir le réacteur, puis vous avez la sortie d'eau tiède essentiellement là, qui a refroidi le réacteur. Donc, ce qui s'est passé dans le cas de Fukushima, c'est que vous avez eu une combinaison assez débile où vous avez eu un tremblement de terre suivi d'un tsunami. Donc, l'affaire, c'est que quand se produit un tremblement de terre, les réacteurs sont faits pour automatiquement se fermer. Okay? Donc, ce que ça veut dire, c'est que les barres de contrôle vont rentrer dans le réacteur pour éteindre le réacteur, okay? Pour laisser le temps aux ingénieurs et aux techniciens d'aller vérifier s'il y a des dommages sur la structure. Ce qui est quand même une mesure de protection assez intelligente quand on y pense. La façon que ça fonctionnait aussi, c'est qu'il y a une partie d'électricité qui alimentait les pompes du circuit. Donc, mais on continue d'alimenter les pompes, OK, à l'aide ben, c'est ça, des lignes électriques qui alimentent la centrale. Donc, le réacteur est éteint, les pompes continuent de fonctionner, tout va bien. Arrive un tsunami. OK? Le tsunami a fait
15 mètres de haut. OK? Donc, vous voyez, blablabla. Excusez, là. Donc, à 14h46, le 11 mars, se produit le tremblement de terre. Euh, qui dépasse les seuils de tolérance qui force les réacteurs à s'éteindre. Euh, Blablabla. 50 minutes après le tremblement de terre, arrive un tsunami de 13 à 14 mètres de haut. OK? Donc, arrive le tsunami ici, OK? Qui est tellement haut qu'il se rend jusqu'à la station ici. OK? Mais vous avez une vague de 4 mètres qui arrive, autrement dit qui wipe tout sur son passage et qui wipe en particulier les réservoirs de diesel qui alimentaient les génératrices. OK? Donc, ça détruit les turbines, la salle des turbines, ça détruit les systèmes de génératrices au diesel. Donc là, qu'est-ce qui se produit? C'est qu'ils ont perdu le courant pour toutes les unités 1 à 4. Puis, vous perdez les pompes. Vous êtes plus capable de refroidir le réacteur. Donc, tranquillement, là, ils ont vu en fait, ils ont vu venir le problème parce que ils savaient qu'il n'y avait plus de source d'électricité pour refroidir le réacteur. Donc, même si le réacteur était éteint, dans ce cas-là, il n'y avait plus façon de le refroidir. Donc, tout ce qui se produit, c'est qu'il va chauffer, 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 chauffer et chauffer. OK? Donc, on dit la première explosion s'est produite le lendemain dans le réacteur numéro 1. OK? Donc, ça a pris 24 heures avant que le réacteur numéro 1 explose. Puis, ça a pris 3 jours de plus avant que l'unité. Bon, les explosions sont passées entre le lendemain, puis le réacteur numéro 4 a explosé le 15 mars, donc 4 jours plus tard. OK? Donc, le principe par lequel tout ça s'est produit, c'est qu'il faut regarder un petit peu comment sont faits les réacteurs à cette époque. Ben, pas à cette époque-là, là, c'est comment étaient construits ces réacteurs-là. Donc, chaque réacteur, ça ressemble à ça. Donc, vous avez le cœur du réacteur, OK, qui est dans une enceinte en béton. Vous avez un pressure. Vous vous souvenez, c'est des réacteurs pressurisés. Donc, vous avez une chambre de pressurisation ici dans laquelle vous avez de l'eau, puis la pression est établie. Euh, Puis, à côté du réacteur, vous avez une petite piscine dans laquelle vous mettez les barres de combustible usées, OK, là, que vous avez remplacées. Donc, il y avait une coupe de réacteurs qui était, même le réacteur numéro 4 était fermé pour de la maintenance, ou le numéro 3 était fermé pour de la maintenance. Euh, Peu importe, là. Il y en avait un qui était fermé pour de la maintenance qui contenait juste de l'uranium dans une piscine ici là, qui était là pour la fonte. Donc, si on regarde un peu la structure, à quoi ça ressemble, ben, vous avez le réacteur qui est ici. Voyons. Le réacteur qui est ici, pardon, dans lequel vous avez l'uranium qui est ici. OK? L'eau qui est normalement alimentée, puis la pression qui ressort ici. OK? Puis vous avez ce qu'on appelle un wet well, une chambre de condensation ici en dessous. Donc, ça c'est ce qui est la chambre de confinement. OK? Là, c'est que vous perdez l'entrée d'eau. OK? Fait que là, il n'y a plus juste ça qui chauffe, il n'y a plus rien pour le refroidir. Donc la pression monte, la pression monte, la pression monte. Ce qu'ils ont fait au début, c'est qu'ils ont commencé par relâcher la pression dans le wet well en forçant la condensation parce que l'eau était plus froide là. Mais à un moment donné, quand tu réchauffes l'eau froide se réchauffe. Puis à un moment donné, quand tu arrives proche de 100 degrés, tu ne peux plus condenser de l'eau à 100 degrés. Donc, il n'y avait plus moyen de le faire. C'est ça qui a retardé l'explosion, en fait. Mais ça veut dire que les ingénieurs, au moment où ça s'est produit, ils ont dû catcher que ça allait finir par sauter, qu'il n'y avait rien à faire. Mais ce qui s'est produit à ce moment-là, c'est que la température a tellement monté que ça a produit le zirconium. Donc, c'est des capsules d'uranium dans des tiges de zirconium. Mais la température a tellement monté que même les capsules de zirconium ont commencé à fondre. Puis à ce moment-là, ça a mélangé l'hydrogène, produit du gaz hydrogène.
Puis quand ils ont relâché la pression une fois de trop, ben là, le gaz d'hydrogène s'est mélangé avec l'oxygène, puis ça l'a explosé. OK? Donc c'est ça qui s'est produit dans les explosions des réacteurs 1, 3 puis 4, c'est que vous avez des explosions à cause que c'était tellement chaud que ça a produit de l'hydrogène gazeux. C'est ça qui a explosé quand ils ont relâché la pression. Euh, Depuis, qu'est-ce qui s'est produit, c'est que ça a quand même, euh, pardon, ça a quand même, depuis, ils ont, OK, ça continue de chauffer, OK, donc il y a toujours eu des problèmes à essayer de refroidir ça, puis ça a fait que le fioul a fondu, donc ça c'est les grilles ici qui tiennent la pile là, en tant que telle, mais les grilles ont fondu, puis le carburant radioactif a coulé à travers le fond du réacteur ici, là. Puis en fait, ils n'ont pas fini de trouver le combustible nucléaire. Donc, ils sont encore à l'étape, 10 ans plus tard, de d'avoir un portrait de la situation. OK? Là, donc, ils cherchent encore les, euh, les, les l'uranium. OK? Puis c'est produit de désintégration. OK? Donc, comment ils refroidissaient le réacteur? Parce qu'à un moment donné, ils ont juste inondé le réacteur. Mais évidemment, l'eau qu'ils utilisaient allait être contaminée. Donc, ils storaient l'eau dans des piscines, genre ici, tranquillement sur le site, ou après ça, ils se demandaient comment ils allaient se débarrasser de l'eau. Mais ça, c'est un autre enjeu. Donc, c'est vraiment pas encore réglé, cette situation-là. Ça va prendre encore des dizaines d'années avant de décontaminer complètement. Mais ça n'a pas de chance d'avoir des conséquences dramatiques à l'échelle de la planète entière, là. Je ne veux pas minimiser non plus les conséquences que ça a eu, mais il faut faire attention parce que c'est là aussi que ça va devenir assez touché, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont interreliées. OK? Puis par ça, je veux dire, oups, excusez. Quand vous produisez de l'électricité par un réacteur nucléaire, euh, les réacteurs nucléaires ça peut paraître un peu bizarre, mais sont une source relativement propre d'énergie. OK? Quand il n'y a pas d'accident. OK? Puis là, je veux pas dire que le nucléaire est une bonne ou une mauvaise. C'est pas ça le point. OK? L'énergie nucléaire en tant que telle, ça ne brûle pas de gaz à effet de serre. Donc, un réacteur nucléaire, la vapeur qui sort de là, c'est de l'eau distillée, là, OK? Donc, c'est pas dommageable pour l'environnement. Si on fait attention puis qu'on se débarrasse sécuritairement des déchets, est-ce qu'on peut le faire? C'est une autre chose. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas qu'on le fait, je dis juste si on se débarrasse bien des déchets, ça n'a aucune conséquence sur la santé. Puis, ça ne dégage pas de gaz à effet de serre. Vous ne brûlez pas du charbon, vous ne brûlez pas du gaz naturel. C'est une source d'énergie qui est propre dans la mesure où il n'y a pas d'accident, puis dans la mesure où on se débarrasse bien des déchets. OK? Puis, le petit graphique ici montre les conséquences que ça a eu ici. OK? Euh, entre autres, c'est que pour fournir l'électricité au Japon, le nucléaire occupait une partie quand même importante, pas loin du quart de l'électricité venait de sources nucléaires. OK? Le Japon, après Fukushima, a décidé qu'il allait se débarrasser complètement d'énergie nucléaire sur leur territoire. OK? Qu'est-ce que ça a fait? Ben, si vous remarquez, ça a fait augmenter la portion du thermique. OK? Donc, autrement dit, on a remplacé des centrales nucléaires par des centrales au charbon essentiellement, puis par des centrales au gaz. OK? Donc, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Donc, c'est des enjeux très complexes. En fait, toute la chaîne énergétique on a tendance à croire à des solutions miracles, des solutions simples, de dire, ben là, c'est pas compliqué, on a juste à tout passer à des voitures électriques, soudainement, il n'y en aura plus de problème. Ben, c'est pas si simple que ça, OK? Parce que l'électricité, ça pousse pas dans les arbres. Puis quand ici, comme au Japon, tu produis à peu près 80%, 70, 75% de ton électricité à partir de la combustion du gaz ou des gaz de charbon ou de gaz naturel, ben, tu dompes des quantités astronomiques de gaz à effet de serre dans l'environnement. Donc, est-ce que c'est mieux d'avoir du gaz à effet de serre ou est-ce que c'est mieux d'avoir des centrales nucléaires? C'est
pas si simple que ça. OK? Puis en plus, il y a des effets d'offre et demande, évidemment. Tu sais, oui, on va remplacer par des sources renouvelables. Ben, en théorie, sur papier, c'est beau, mais il n'y a personne qui est prêt à payer plus cher pour rien son électricité. Le monde cherche à payer moins cher pour ce qu'il achète. Donc, si vous êtes capable de produire l'électricité pour moins cher en brûlant du charbon, ben, vous allez favoriser ça. Une des raisons pourquoi ça coûte aussi pas cher de produire de l'électricité au charbon, c'est parce qu'il n'y a pas de prix sur la pollution. On va parler d'externalité. Je suis sûr que vous avez déjà entendu parler de ça. Donc, des externalités, c'est quoi? C'est quelque chose dont on n'évalue pas le coût. On file le coût à l'ensemble de la population sans qu'ils s'en rendent compte. Par exemple, les émissions de gaz carbonique, ils causent réchauffement planétaire, ils vont avoir des effets sur la santé néfastes, mais ces effets-là ne sont pas comptabilisés dans le budget de la centrale thermique. Elle produit elle produit du gaz carbonique, elle dompe ça dans l'atmosphère, puis c'est plus son problème. Mais si on faisait payer pour les tonnes de gaz à effet de serre qui sont émises, peut-être que le monde commencerait à changer leur comportement. C'est ça le but derrière une taxe du carbone. OK? C'est pas plus compliqué que ça. C'est de dire punissons le comportement. OK? Au moins, essayons de neutraliser le coût, OK? La subvention cachée qu'on donne au gaz puis au charbon. OK? Donc, comment est-ce qu'on peut trouver des centrales électriques qui sont non polluantes, qui sont renouvelables? Il y a beaucoup de développements qui se font dans cette direction-là. Le coût est encore élevé, mais plus il y a de recherche qui se fait, plus c'est adopté à grande échelle, plus ça drive le coût vers le bas, puis plus ça devient intéressant pour les générations futures, donc d'investir dans les énergies renouvelables. Euh, une source d'énergie renouvelable qu'on a aussi, c'est sur papier, c'est la fusion nucléaire. Donc la fusion nucléaire, c'est quoi? Mais c'est quand vous avez des noyaux légers que vous allez prendre, que vous allez coller ensemble pour faire un noyau plus lourd. Donc dans la fission nucléaire, vous prenez un gros noyau, vous le brisez en deux noyaux plus petits. Dans la fusion, vous prenez des noyaux légers, vous les collez ensemble pour faire des atomes plus lourds. OK? Puis vous vous souviendrez de cette figure-là ici, OK? Qui représente l'énergie de liaison par nucléon pour faire le lien avec ce qu'on voyait au début. Prenez du deutérium puis du tritium qui sont du H2 ici puis H3 là, OK? Collez-les ensemble, ça va produire de l'hélium puis dégager un neutron. OK? Donc ce qu'on remarque, c'est que fusionner du deutérium puis du tritium, ça produit quelque chose qui est plus stable. OK? Parce que l'énergie de liaison par nucléon est plus élevée. Donc chaque fois qu'on passe de quelque chose de chaque fois que l'énergie de liaison par nucléon augmente, c'est parce qu'on se retrouve vers quelque chose qui est plus stable. Donc ça, c'est la direction des réactions exothermiques. Donc schématiquement, ici, notre courbe d'énergie de liaison par nucléon, elle a la forme comme ça ici. Le pic est au fer 56 ici. OK? Donc, ce que ça veut dire, c'est que les réactions qui sont comme ça sont exothermiques. Chaque fois qu'on augmente l'énergie de liaison par nucléon, c'est des réactions qui sont exothermiques. Donc, vous pouvez prendre de l'uranium ici. OK? Donc, ça, c'est le nombre de nucléons. A. Donc, si vous pouvez prendre de l'uranium, mettons 238, le briser en des trucs plus légers, OK? Ça dégage l'énergie. À l'inverse, vous pouvez prendre de l'hydrogène, du deutérium puis du tritium, le coller ensemble pour donner de l'hélium 4. OK? Donc, ça aussi, ça dégage l'énergie. OK? Donc, euh, c'est les réactions. Nous, ce qu'on a vu tantôt, les réactions de fission sont des réactions qui dégagent l'énergie comme ça, de prendre des gros noyaux, les briser en noyaux plus petits. Là, on prend des noyaux légers puis on les assemble en noyaux plus gros. OK? Mais c'est exothermique dans ce sens-là. Ça, c'est des réactions évidemment qui sont endothermiques dans ce cas-là. Quand on prend quelque chose puis on s'en va dans ce sens-là, c'est des réactions qui sont endothermiques qui ne vont pas se produire spontanément. OK? Donc, on dit dans les notes de cours, l'une des réactions de fusion les plus prometteuses pour d'éventuelles applications industrielles implique la fusion de deux isotopes d'hydrogène, le deutérium et le tritium, selon la réaction suivante. Calculer l'énergie générée par cette fusion. Donc, si on veut calculer l'énergie générée par la fusion du deutérium puis du tritium, pardon, c'est pas de l'hélium, c'est du tritium, ça donne, on dit un hélium 4 puis un neutron. Ben, on a juste à faire la différence de masse. OK? Si on veut trouver la quantité d'énergie dégagée, on prend la différence de masse multipliée par 931,5. Donc, c'est... j'ai ici les chiffres. Excusez. Voyons. OK. Bon.
sont ici. Donc ça, c'est la masse du deutérium, la masse du tritium, la masse de l'hélium-4, la masse du neutron. On fait la différence entre tout ça, on multiplie par 931,5. Une réaction comme ça dégage 17,6 MeV par réaction. Okay? Donc ça, c'est quelque chose il y a des applications industrielles qui sont en train d'être mises sur pied. En particulier, ce qu'on appelle le projet ITER. Okay? Donc, le projet ITER, qu'est-ce que c'est? C'est un. Évidemment, là, ils vont te vendre ça. Ça, c'est leur page à eux, là. Unlimited Energy. Donc, c'est d'essayer de reproduire sur Terre l'énergie qui est produite au cœur du Soleil. Donc, rien de moins. Donc, quand on parle de reproduire sur Terre ce qui est au cœur du Soleil, dans le fond, je vais vous donner une idée. Ça, c'est une vidéo qui date de 2007. OK? Donc, c'est un bulletin de nouvelles en 2007. Hier, il y a eu cette annonce d'un projet considérable d'éoliennes au Québec. C'est vrai qu'on doit maintenant s'interroger sur l'inéluctable épuisement des sources d'énergie fossiles, le gaz, le pétrole. Bon, ça, premièrement, moi, le problème que j'ai, c'est pas leur épuisement, c'est le fait que si on est assez tata pour tout brûler ce qu'il y a sur Terre, on va être dans la marde, là. Donc, le but, c'est de ne pas se rendre à l'épuisement du pétrole puis du charbon, OK, là? Mais ça... Ah! En France, il y a une expérience internationale qui va bientôt voir le jour. Il s'agit ni plus ni moins que de tenter de reproduire sur Terre les mêmes mécanismes à l'œuvre au cœur du Soleil, ce qui aurait pour résultat une énergie quasi inépuisable. Projet ambitieux, exposé par Michel Cormier. L'idée est aussi simple que séduisante. Reproduire l'énergie du Soleil sur Terre. Et c'est à Cadarache, dans le sud de la France, que l'on va construire ITER, le gigantesque laboratoire qui va permettre de déterminer si cette forme de fusion fonctionne et si elle sera la solution aux problèmes énergétiques du monde. Le projet a fait l'objet d'un long bras de fer entre la France et le Japon, qui s'est finalement incliné, moyennant 20% des contrats. Donc déjà, on voit à quel point il y a des intérêts financiers là-dedans. OK? Je regardais, là, les budgets sont rendus à prévision budgétaire. Là, oups. Da, 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 da. Les États-Unis évaluent le coût d'ITER à 65 milliards. ITER dit non, 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 c'est juste 22 milliards que ça va coûter. OK? Donc c'est fou là, quand tu y penses, là, c'est un projet qui va coûter 20 milliards. OK? Ils parlaient au début de quelques milliards, là, ils sont rendus à 20 milliards pour le coût total du projet. OK? La facture totale du... Donc, juste pour revenir, c'est qu'ils vont... au début, chaque pays, c'est parce que c'est des jobs, puis c'est de la recherche de pointe, fait que chaque pays est intéressé à avoir ça sur son propre territoire pour faire travailler ses ressortissants. Mais là, il y avait le Japon puis la France qui étaient les deux qui se battaient pour l'avoir. Finalement, le Japon a concédé aux Français que ça va se faire chez vous, mais en échange, on veut avoir 20% de tout l'argent qui se dépense. On veut que ça se dépense à travers des compagnies japonaises. Okay? Donc, il y a des intérêts aussi là-dedans à ce niveau-là. Projet, 10 milliards d'euros sur 30 ans. Bon, les prévisions étaient de 10 milliards d'euros en 2007. Là, on est en 2020. Les prévisions sont à 20-22 milliards pour l'instant. Jacques Chirac, au plus bas dans les sondages, était heureux d'annoncer une bonne nouvelle pour la France. Nous nous sommes mis d'accord pour participer à l'un des plus grands programmes scientifiques de tous les temps, et ceci dans un but pacifique, et nous l'avons fait en France. Voici comment ITER va fonctionner. On va reproduire le même genre de fusion nucléaire que dans le Soleil, en réchauffant des particules d'hydrogène à 100 millions de degrés. La chaleur ainsi libérée servira à produire de l'électricité. Mais est-ce que ça va fonctionner? Donc, c'est une centrale thermique. Okay? On produit de la chaleur, c'est juste qu'au lieu de prendre la chaleur à partir de la fission de l'uranium, on produit de la chaleur à partir de la fusion du deutérium puis du tritium. Donc, c'est juste le carburant qui change, mais c'est encore le même principe de centrale thermique. Est-ce que ça va fonctionner ou pas? On le sait pas. Okay? Personne ne le sait, ni ceux qui sont pour, ni ceux qui sont contre. C'est-à-dire, c'est un réacteur de recherche. Le but, c'est de vérifier que ça pourrait être une solution. Donc,
c'est un réacteur de recherche. C'est pas une centrale qui va produire l'électricité qui va être vendue pour alimenter la grille électrique du sud de la France, là. C'est un réacteur de recherche qui va consommer à peu près, je ne sais plus combien, là, 100 mégawatts. Là. En tout cas, c'est fou là, la quantité d'énergie que ça va consommer. Mais c'est pas pour rien parce que va falloir chauffer le plasma avant que ça dégage l'énergie. Il faut chauffer tout ça. Donc, c'est une centrale électrique qui va être branchée sur sa voisine, ok, qui va devoir consommer de l'électricité. Les écologistes déjà s'inquiètent. Réduire notre dépendance du pétrole avec une nouvelle sorte d'énergie nucléaire, disent-ils, est suicidaire. On choisit une sorte de rêve dont on ne connaît pas les résultats, qui est improbable, qui n'est pas plus propre que le nucléaire actuel, qui provoque autant de déchets. Peut-être qu'ils ont moins d'espérance de vie, mais ils sont tout aussi sales. Puis là, c'est ça une des affaires pour laquelle c'est touché de discuter d'environnement avec des gens qui n'ont pas un super background en physique. Ok? Pour moi, la physique, puis ce que je fais depuis une couple d'heures, j'espère que ça transparaît un peu, c'est de la culture générale. Moi, je considère là, ce que je fais présentement, c'est de la culture générale, c'est... Écoutez, le gars dit, oui, ça produit des affaires radioactives, autant que les centrales aujourd'hui, peut-être qu'ils ont une moins grande durée de vie. Ouais, ben, c'est justement ça, ok? On parlait de demi-vie ensemble. Le problème, c'est que les déchets radioactifs ont des demi-vies de l'ordre de 60, 80, 100 ans. Donc, c'est des affaires qui vont rester radioactives assez longtemps à notre échelle de temps à vie, de la vie humaine. Mais les demi-vies ne sont pas de l'ordre du milliard d'années, donc ça se désintègre assez rapidement, mais pas si rapidement que ça non plus. Donc, les substances les plus dommageables pour la santé humaine, c'est ceux qui ont des demi-vies de l'ordre de 50, 60, 100 ans. Ça se désintègre assez vite, mais pas assez vite que ça se désintègre immédiatement. Ok? Donc, l'affaire, c'est que les déchets qui sont produits par une centrale communautaire ont des demi-vies de l'ordre de l'heure ou de la journée. Donc, c'est des affaires, genre après maximum 2 mois, ben 99% est déjà disparu. Donc, c'est ça le concept. Quand tu comprends pas le concept de demi-vie, tu peux pas parler d'énergie nucléaire, selon moi. Là, ok? Mais bon, je suis pas député des Verts en France en 2007, là, fait que je peux bien dire ce que je veux, je suis juste un prof de physique, ok? ITER, oui, c'est une étape. Mais pour les partisans d'ITER, on n'a pas le choix. La survie de l'humanité dépend de recherches comme celle-là. Il me semble que c'est notre responsabilité morale si on veut établir un semblant d'équité entre générations. Nous avons consommé des énergies fossiles comme aucune génération ne l'a fait dans l'histoire. Au moment où le pétrole est à 60 $ du baril et où on blâme les canicules sur le réchauffement de l'atmosphère, la promesse de la fusion semble de plus en plus attrayante. Mais il faudra attendre 30 ans avant de savoir si c'est la solution miracle. Ben, premièrement, ça ne sera pas une solution miracle, ok? Mais ça va au moins te donner une idée, ok? Parce que comment, ça revient à la question de base, comment est-ce qu'on peut produire de l'électricité de façon prévisible, de façon propre, puis de façon renouvelable? Il n'y a pas des tonnes de solutions. Une des raisons pour ça, c'est qu'entre autres, l'électricité, vous pouvez pas stocker de l'électricité, ok? Donc, vous ne pouvez pas stocker ça de l'électricité. L'électricité, il faut que ça se consomme au moment où c'est produit. Ok? À moins que vous ayez des batteries. Ok? Mais les batteries, la production de batteries n'est pas super propre sur l'environnement pour l'instant. En tout cas, il y a beaucoup de recherches qui se fait dans le domaine des batteries. Ça, c'est certain. Ok? Euh, Tesla, il y en a qui pourraient dire que c'est une compagnie de batteries qui se trouve à fabriquer des chars. Là, ok? Mais, je veux dire, il y a des enjeux environnementaux avec les batteries. Si vous regardez le solaire et l'éolien, ben, le solaire, ça produit l'électricité quand il fait soleil. OK, fine. Quand est-ce que tu as besoin d'électricité? Quand il ne fait pas tout le temps soleil. OK, c'est sûr que quand il ne fait pas soleil, tu as besoin d'avoir des lumières chez vous. OK, donc vous avez besoin de consommer l'électricité, pas nécessairement quand vous avez les conditions pour la produire. L'éolien, c'est pas 100% prévisible stable. Ok? Au Québec, on a la chance de pouvoir se permettre de faire la morale au reste de la planète parce qu'on vit sur des réserves d'hydroélectricité comme il n'y en a pas nulle part ailleurs sur la Terre. Donc oui, on peut se permettre de faire la morale aux autres, mais en même temps, qu'est-ce qu'on fait? Depuis 15-20 ans, on achète des chars de plus en plus gros qui consomment de plus en plus d'essence. Puis on chiale à chaque fois que les gouvernements veulent monter les taxes sur l'essence. Donc, on est schizo pas mal là-dessus au Québec, moi je trouve. Là. OK? Donc, est-ce qu'il y a des sources d'énergie? euh, Est-ce que la fusion pourrait faire partie de la solution? Oui, mais ça ne sera pas la solution. Ça pourrait faire partie de la solution.
Pourquoi ça ne sera pas la solution? Parce que pour faire une centrale à fusion comme ça, vous n'aurez pas des petits réacteurs à fusion. Vous allez avoir juste des gros réacteurs à fusion pour des raisons d'économie. Donc, ça va juste alimenter des grosses régions. Si vous êtes un petit village en quelque part reculé ou une petite île en plein milieu, vous ne pourrez pas utiliser ça. Donc, il y a d'autres alternatives pour vous. Puis en fait, moi, je pense surtout c'est qu'il n'y aura pas une solution. Il va y avoir un paquet de facteurs qui vont être mis en commun pour qu'on passe par-dessus la combustion du pétrole, mais les intérêts économiques en jeu sont tellement importants que ça va être excessivement compliqué de se débarrasser de la dépendance qu'on a au pétrole, entre autres parce que, selon moi, là, ben, franchement, les intérêts économiques en jeu sont trop importants. Hein. Les décisions sont très importantes pour qu'on laisse le monde décider. OK? Franchement, je suis pas le plus idéaliste au niveau politique, ok, là? Mais, my God, on pourrait ça aussi en jaser longtemps. Donc, pardon. Ce qui est plus important ici, si on revient à ITER, c'est oui, ça pourrait faire partie de la solution, mais pas à n'importe quelle condition. Si vous regardez un peu l'échéancier qui s'était donné, ils ont commencé à construire le réacteur en 2015. Je pense qu'ils ont réalisé déjà le premier plasma. Mais on n'est pas à la fusion deutérium-tritium. Là, ok, là? Donc la fusion va littéralement avoir lieu encore dans 5-6 ans. Puis en 2038, ils prévoient terminer le budget. Les prévisions budgétaires sont passées à au-dessus de 20 milliards en fait depuis que j'ai écrit ça. Puis le site en 2014 ressemblait à ça. Le site aujourd'hui ressemble à quoi? Le site aujourd'hui ressemble à ça ici. Donc, vous voyez, là, ça avance. Les travaux, ça avance rondement. Ce qui est intéressant, bon, il montre, ça prend de l'électricité, là, ok? Donc, ça, c'est pour acheminer l'électricité à l'intérieur de la centrale, ok? Donc, c'est drôle, c'est une centrale électrique, mais il faut acheminer l'électricité dans la centrale électrique. Ça, c'est euh, les lignes superconductrices qui transportent l'électricité jusqu'au tokamak. Ça, c'est les transformateurs. Ça, c'est la salle où il construit les aimants supraconducteurs qui vont maintenir le tokamak. Mais dans le fond, ils vont maintenir un plasma, donc on va avoir des protons qui vont tourner, ok, qui vont être chauffés, donc ils vont être ionisés, puis ils vont tourner dans un champ magnétique produit par des aimants supraconducteurs. Ok. Donc, ils montrent un peu à quoi ça ressemble, là, les travaux. Ce qui est intéressant aussi, c'est que comme ça produit énormément de chaleur, mais vous allez avoir besoin d'un radiateur pour évacuer 1000 MW d'électricité. Donc, c'est un réacteur de recherche de 1000 MW. Donc, je ne sais pas si vous avez un PC chez vous là, ok, qui a un radiateur, là. Mais ça, c'est un radiateur pour évacuer 1000 MW d'électricité. Ok. C'est comme ridicule. Là, ok. C'est un rad. Ok, là. C'est un radiateur, ça. Ok. C'est fou, là. Donc là, c'est l'assemblage qui se fait. Puis c'est à ça que ça ressemble, là. C'est du morceau de tokamak. Donc ça, c'est là, dans l'enceinte où ça va se produire. C'est recouvert en argent pour protéger les composantes. Pardon. Donc ça prend forme, ça prend forme. T'sais. Donc c'est là qu'ils vont assembler la machine quand elle va être prête à être assemblée. Donc, est-ce que ça va est-ce que ça va être possible ou pas? Mais c'est ça. On fait de la recherche pour savoir si ça va être possible ou pas, si ça peut faire partie de la solution au problème ou pas. Mais au moins, on va avoir une meilleure idée de ça. Puis, juste pour terminer, euh, la. Excusez. Donc, on parle de sources d'énergie des étoiles ici. Mais dans le fond, c'est parce que si les étoiles brûlent, c'est parce qu'ils tirent leur énergie de la fusion, justement. OK? Donc, normalement, une étoile comme le Soleil, c'est juste une boule d'hydrogène puis d'hélium qui transforme de l'hydrogène en hélium. Donc, ça, je vous en avais déjà parlé un petit peu. Là. Vous chercherez la chaîne proton-proton au cœur du Soleil. Donc, ça explique un peu comment euh, donc le Soleil tire son énergie de quel type de fusion. Donc, prenez de l'hydrogène, vous fabriquez du deutérium, vous collez un autre hydrogène, vous fabriquez de l'hélium 3.
Vous faites ça 2 fois, prenez 2 hélium-3, vous les fusionnez ensemble, vous produisez un hélium-4, vous repoussez 2 protons qui vont aller faire la réaction en chaîne. Donc, prenez 4 protons, vous fabriquez un hélium-4, c'est ça que ça donne en bout de ligne. Okay? Donc, c'est Hans Bethe qui est allé expliquer comment ça fonctionnait tout ça, là. Donc, quand la température et la pression sont suffisamment grandes, on est capable de coller des protons ensemble. Okay? Donc, de vaincre la répulsion électrostatique pour forcer la fusion. Le problème, c'est que si la température et la pression n'augmentent pas, ben, on n'est pas capable de fusionner de l'hélium. Parce que fusionner de l'hélium, c'est plus compliqué. Quand vous avez 2 protons et que vous voulez coller avec 2 autres protons pour fabriquer, ben là, ici, c'est ça qu'on fait, là, mais je veux dire, si vous voulez coller 2 hélium-4 ensemble, ça prend des températures et des pressions très, 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 très élevées. Donc, ça ne va pas se produire spontanément au cœur du Soleil, qui a une température tout juste suffisante pour faire le cycle PP. Mais ce qu'on remarque, c'est que ça va augmenter. Wow! Ça fait augmenter la stabilité. Donc, on part d'hydrogène, deutérium, tritium, puis on fabrique de l'hélium-4. Donc, dans l'échelle de la stabilité, on part de quelque chose qui est faiblement lié, puis on s'en va vers quelque chose de plus lié. Donc, ça dégage d'énergie, c'est une réaction exothermique. Quand le Soleil va finir par manquer de fuel, okay, qu'est-ce qui va se produire? Quand tout l'hydrogène va être transformé en hélium, bon, peut-être pas tout, mais quand il va en avoir trop, parce qu'évidemment, dans le cœur du Soleil, il y a de plus en plus d'hélium, de moins en moins d'hydrogène. Quand il n'y aura plus assez d'hydrogène pour entretenir la réaction, ben, les couches externes du Soleil ne pourront plus rester en équilibre parce que là, il n'y aura plus de production de chaleur au cœur du Soleil. Donc, le cœur du Soleil va s'écrouler sur lui-même parce qu'il n'y aura plus la pression causée par le rayonnement qui va empêcher le Soleil de s'effondrer sur lui-même. Ce que ça va avoir comme effet, ça va faire gonfler le Soleil en même temps. Les couches externes vont prendre l'expansion pendant que le cœur va s'effondrer sur lui-même. En tout cas, le Soleil va devenir une géante rouge. Il va commencer à brûler l'hydrogène. Va commencer à se comprimer sur lui-même. Là, à ce moment-là, la pression et la température vont augmenter au cœur du Soleil jusqu'à ce que ça soit suffisant pour faire brûler l'hélium. Donc là, à ce moment-là, vous allez avoir l'hélium qui va brûler. Pardon. Wow. Okay, donc l'hélium va se mettre à brûler pour transformer en carbone, par exemple. Donc vous allez monter en stabilité, ça va dégager de l'énergie. Pendant ce temps-là, à un moment donné, ce qui va se produire, c'est que dans la couche externe, autour du cœur qui brûle l'hélium, il va y avoir de la combustion d'hydrogène en couche. Puis dans les étoiles les plus massives, qu'est-ce qui va se produire? C'est que là, vous allez avoir des couches successives d'hélium, d'hydrogène en fusion, d'hélium en fusion, d'oxygène en fusion, de carbone en fusion, de silicium en fusion, puis jusqu'au cœur en fer ici. L'affaire, c'est que toutes ces réactions-là font monter la stabilité, donc ce sont des réactions exothermiques jusqu'à ce qu'on arrive au fer. Qu'est-ce qui se passe quand l'étoile est quand le cœur de l'étoile est en fer? Mais c'est impossible de fusionner du fer pour en tirer de l'énergie. Okay? Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui va se produire? Ben, c'est qu'il n'y a plus de carburant nucléaire, puis l'étoile va imploser sur elle-même. Donc là, la température et la pression vont augmenter de façon à peu près, pas infinie, là, mais de façon démesurée, tellement qu'il va y avoir de la capture électronique qui va se produire, parce que tout ça, c'est très chaud, donc il va y avoir beaucoup d'énergie disponible. Les protons et les électrons vont se combiner pour faire des réactions de capture électronique, ce qui va donner des neutrons, puis un gros flash de neutrinos en même temps. Puis vous allez voir apparaître une étoile à neutrons. Parce que comme il y a essentiellement autant de protons que d'électrons dans une étoile, globalement neutre, ben, ils vont tous se recombiner pour donner juste des neutrons. C'est à ce moment-là, d'ailleurs, que vont être produits tous les éléments plus lourds que le fer. Donc, capturer des neutrons, vous allez populer tout ça. Il va faire une grosse boule de neutrons qui va tranquillement revenir par réaction bêta. Okay? Donc, les neutrons vont se retransformer en protons puis en électrons tranquillement avec le temps. Puis ça va donner tous les éléments plus lourds que le fer à ce moment-là. Donc, pourquoi il y a des éléments plus lourds que le fer qui existent? Tous ces éléments-là ont été produits en une fraction de seconde quand une étoile atteint la fin de sa vie et qu'elle explose sous forme de supernova puis qu'elle se transforme en étoile à neutrons ou en trou noir. Okay? Donc, on est à une époque de notre culture scientifique où on est capable de bien comprendre comment fonctionnent les étoiles, comment l'étoile tire son énergie. Si vous êtes là et que vous êtes composé d'éléments plus lourds que l'hélium, c'est parce qu'il y a des étoiles qui ont brûlé de l'hélium pour fabriquer ces éléments plus lourds dont vous êtes constitué, le fer,
tous les éléments dont vous êtes constitués ont été, à part l'hydrogène puis une partie de l'hélium, ont été fabriqués dans des étoiles qui sont mortes, qui ont explosé dans le passé, qui ont enrichi le milieu interstellaire, puis desquels se sont formés le système solaire qu'on connaît. Donc, qui est âgé d'à peu près 4,5 milliards d'années, tandis que l'univers est âgé d'environ 13 milliards d'années. Donc, pendant tout ce temps-là, l'univers s'enrichit en éléments lourds au fur et à mesure que les étoiles vivent et meurent. Le Soleil est apparu il y a 4,5 milliards d'années, fruit de la combustion et de l'explosion d'étoiles sous forme de supernova. Donc, c'est pour ça quand on lit, pas juste Barry Reeves, là, mais plusieurs autres qui disent que vous n'êtes que de la poussière d'étoiles, c'est parce que vous êtes littéralement juste de la poussière d'étoiles. Vous êtes le fruit de l'évolution de l'univers au complet. Puis s'il y a bien une affaire moi, que je trouve complètement fascinante aujourd'hui, c'est de réaliser que on est le fruit, tu sais, comment dire, l'univers a fabriqué quelque chose qui est capable de réfléchir sur sa propre existence. Ok? Donc l'univers a engendré la présence des humains. Les humains sont capables de réfléchir sur sur l'existence même de l'univers. Donc, si ça, vous trouvez pas ça flyé, je sais pas qu'est-ce que ça va vous prendre, ok? Mais tout ça pour dire, ça aussi, on pourra en jaser très longtemps. J'espère que vous avez aimé le cours, parce que moi, j'ai quand même eu du fun à préparer ça. C'est pas parfait, puis j'ai pas la prétention de dire que je suis le meilleur prof de physique au monde, là, pas du tout, mais j'ai eu quand même du fun à faire ça dans les conditions qui nous ont été données. Puis j'espère que vous aussi, que vous avez apprécié ça, même si je suis pas mal sûr que la physique, c'est pas votre matière préférée. Donc sur ce, on se revoit la prochaine fois. Merci.